Bien, bonjour, je vous présente, le docteur Laurent Vinclair, qui est le médecin en charge des équipes de France de judo, qui va être, porte-parole d'un groupe de travail qui a essayé de réfléchir sur, un module de sensibilisation sur la commotion cérébrale et également, la gestion, post-traumatique et à voir comment, voilà, comment on peut mettre ça en place, à l'intérieur de nos différentes activités. Donc, Laurent, je te laisse la parole, pour démarrer ce module. Merci Sébastien, bonjour à tous, merci d'être présent. Donc effectivement, je suis porte-parole du sous-groupe au sein de la commission médicale. On a un groupe qui travaille sur la commotion cérébrale déjà depuis plusieurs années. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est important pour nos pratiquants. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous mettre plus à l'aise avec ce que c'est la commotion cérébrale, comment la gérer dans votre rôle, et surtout justement de vous décharger d'une forme de pression qui peut commencer à exister dans ce contexte-là. Alors la première des choses que je vais faire, c'est de vous la décrire, de vous la définir. Et ce que j'avais envie de dire dans un premier temps, c'est de vous rappeler que la commotion cérébrale, c'est pas seulement un traumatisme direct à la tête, ça peut être un traumatisme médié sur une chute importante, sur un choc au niveau du cou, et que ce traumatisme-là entraîne un dysfonctionnement cérébral transitoire. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond, cet élément-là. Mais déjà, je pense que ça, c'est un point important, que vous sachiez qu'on peut faire une commotion cérébrale sur une chute importante sur le dos sans que la tête ne cogne violemment le sol. Parfois, certaines personnes peuvent penser ça. Donc, une fois qu'on a posé cet élément-là, je pense que l'élément important, c'est de dire, effectivement, il y a eu un choc important au thorax, à la tête, au cou, et que ce choc-là entraîne des signes cérébraux. Alors nous, ce qu'on appelle aussi des signes neurologiques, et on va essayer de vous les décrire tout à l'heure. Un autre point qui me paraît important, c'est de savoir que les symptômes de la commotion cérébrale n'apparaissent pas toujours immédiatement. Alors, la plupart du temps, c'est ça, et on fera au mieux, justement, dans ces conditions-là. Quand on voit quelqu'un qui, tout de suite, après un choc, est mal, c'est beaucoup plus facile d'agir. Parfois, finalement, c'est quand un sportif rentre dans le vestiaire que ça va moins bien, quand il est chez lui, ou quelques jours après même. Et alors, il y a des manières différentes de réagir, mais il faut le savoir, il faut y penser, et il faut faire le lien. Donc, dans de très nombreux cas, aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de perte de connaissance. Je pense que beaucoup de personnes associent la commotion cérébrale au chaos de la boxe, par exemple, où la personne perd complètement le contact. Et en réalité, ce n'est pas que ça, la commotion cérébrale. On peut avoir un tas de symptômes neurologiques différents et la perte de connaissance n'est pas le plus fréquent. C'est au final la commotion cérébrale, ce qu'on appelle un traumatisme crânien léger. Alors, on code ça sur un score de Glasgow, qui est un score très simple qu'on utilise finalement pour les gens qui ont des problèmes cérébraux. Et en fait, on réalise 3 tests avec les personnes qui ont eu un choc à la tête ou un traumatisme crânien. Le premier, c'est de savoir si la personne ouvre les yeux. Alors, est-ce qu'elle l'ouvre de manière spontanée? Est-ce que lorsqu'on lui dit « s'il vous plaît, ouvrez les yeux », cette personne ouvre les yeux? Ou alors, on essaie de déclencher une douleur. Alors, c'est vrai que c'est un examen qui devient un peu plus médical. On ne vous demande pas forcément de le faire, mais je pensais qu'il était intéressant, et on pensait au sein de la commission qu'il était intéressant quand même de vous décrire ces éléments-là. Donc, ce qu'on fait médicalement, c'est qu'on déclenche des douleurs soit en appuyant fort sur le sternum, soit en tirant derrière les mandibules. Donc, on cote comme ça l'ouverture des yeux. Est-ce que la personne répond de manière orientée ou non lorsqu'on la questionne? Et puis, face à la douleur, comment elle répond? Alors, il y a des signes simples. On lui dit « lève la main », il lève la main. Parfois, on lui dit « ferme la main ». Et puis, on a des signes neurologiques comme la décortication ou la décérébration qui sont un peu plus complexes, en fait, qui sont vraiment des signes de souffrance neurologique où on a des contractions des membres supérieurs ou des extensions non contrôlées. Bon, je pense que là, c'est un peu plus complexe, mais le plus important, c'est que vous sachiez qu'une commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien léger, que ce n'est pas forcément un impact direct à la tête et que ce n'est pas toujours une perte de connaissance. Alors, nous, on fait du judo, il y a des commotions cérébrales dans tous les sports actuellement, on le sait bien, mais on a des particularités. Alors, le judo,
je vous présente cet élément-là parce que je sais que cette présentation sera peut-être utilisée dans d'autres contextes et que tout le monde ne sera pas aussi sensible à la pratique que vous ne l'êtes. Mais je rappelle quand même quelques précisions. Le judo, c'est un sport de préhension des équipes pour faire chuter. Le jiu-jitsu, comme on s'intéresse aussi beaucoup à cette discipline, a la particularité aussi de présenter des coups directs qui peuvent atteindre le visage. Les coups, normalement, sont contrôlés. Pour autant, le combat, l'implication des judokas ou des jujitsukas peut entraîner justement des chocs directs à la tête avec des commotions. Alors, on a quand même quelques facteurs qui protègent les pratiquants. Et notamment, on fait du judo ou du jujitsu sur un tapis qui amortit les chutes. C'est pas la même chose que chuter sur du béton. On n'a pas cette inertie qu'ont les joueurs de rugby où ils viennent impacter fort à haute vitesse, à haute vélocité. Et donc, ça limite quand même un certain nombre de commotions cérébrales. On a le nivellement, finalement, lié au poids. Oui, encore une fois, si on compare avec le rugby ou un ailier se prend un demi de mêlée, c'est pas la même chose, sauf si on considère les toutes catégories, mais comme il n'y a pas cette vélocité, on protège quand même nos combattants. Et puis, il y a les efforts faits par l'arbitrage, peut-être ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi ce qui a été mis en place. Par exemple, là, on met vraiment l'accent sur les Hansokumake, sur les attaques sur le rachis cervical. Et peut-être qu'on n'en voit pas encore les effets, mais je pense que de plus en plus, on va voir réduire l'incidence des blessures, commotion cérébrale, entorse du rachis cervical grâce à ces interventions-là. Et d'ailleurs, l'adaptation des règles d'arbitrage dans la science du sport, c'est vraiment un élément hyper démontré comme un facteur influençant l'incidence des blessures. Par exemple, au football, on sait très bien qu'il y a beaucoup moins de traumatisés crâniens légers, donc de commotion, depuis qu'ils mettent carton rouge direct lorsqu'il y a un coup de coude sur les contacts aériens. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que les arbitres jouent un rôle important dans l'incidence des blessures. L'autre spécificité du judo, c'est les pertes de connaissances sur les étranglements, les shimewaza. Alors, il y a des études qui ont été faites, et même l'une au sein de la Fédération française de judo, en association avec Jean-François Sherman, qui est vraiment spécialiste en France, un des grands spécialistes en France sur la commotion cérébrale, et mon collègue Andorra Daffy. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est quelles sont les conséquences des pertes de connaissances sur étranglement. Alors, on a depuis un bon moment quelques craintes chez les plus de 45 ans sur la possibilité de mobilisation d'athéromes, de plaques d'athéromes, c'est des plaques de graisse au niveau carotidien. On se pose la question de leur possible migration ensuite au niveau cérébral et de favoriser des AVC. Toujours est-il que on essaie de mener des études sur ce sujet-là, que ce n'est pas évident, il faut du temps de lancer une étude, la mener, récupérer les résultats, et que dans ce contexte de perte de connaissance sur étranglement, le principe de précaution prévaut. On est là pour protéger nos pratiquants. On sait que depuis un bon moment, les cadets sont protégés, puisque dès qu'il y a perte de connaissance sur étranglement, on les arrête de la compétition. Au sein de la Fédération française de judo, où on est leader, pour vous dire, on en parle avec la Fédération internationale, l'IJF, et avec Antonio Castro, qui est leur directeur médical. Il est tout à fait au courant de nous des avancées qu'on veut apporter au sein de la fédération. Et on a souvent été les leaders, justement, dans le monde sur les avancées médicales. Et on est observé là-dessus. Et nous, on pense qu'il faut maintenant qu'on protège les combattants. Et c'est ce à quoi on va arriver, c'est-à-dire que quelqu'un qui perdrait connaissance sur un étranglement, on souhaite maintenant qu'il s'arrête et qu'il arrête sa compétition, qu'il soit revu par un médecin à 48 heures et qu'on puisse lui donner un go pour la reprise ou non, et qu'on le surveille, parce qu'effectivement, dans notre pratique quotidienne, on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça, l'étranglement et la perte de connaissance. Sur l'étranglement, on a des gens qui vont pas bien dans les jours qui suivent, et donc qui a vraiment des signes neurologiques et des lésions neurologiques associées. Alors, pour préciser encore un peu plus le contexte, il faut dire que la commotion cérébrale, on l'évalue aux environs de 150 000 cas par an en France.
C'est pas si simple en fait de sortir ces chiffres et ils sont probablement largement sous-estimés. Pourquoi? Parce que c'est surtout les cas qui ressortent des compétitions, mais à l'entraînement, on a très très peu de retours. Dans des pays où finalement on est beaucoup plus structuré, on retrouve beaucoup plus de cas, et c'est le cas aux États-Unis, 1,6 à 3,8 millions de cas par an. C'est un vrai problème de santé publique finalement. Quand on pratique un sport, on ne souhaite pas être en mauvaise santé, et pourtant, voilà les chiffres dans un pays qui arrive à recueillir les données. 330 000 commotions chez les moins de 19 ans aux États-Unis en 2012. Ça vous laisse voir l'étendue de la problématique. Il faut savoir que dans ces cas-là, bien sûr, il y a des commotions qui récupèrent très vite, mais il y a quand même un certain cas qui deviennent problématiques. Et je vais vous parler ensuite de ces conséquences. Alors, on remarque aussi que la commotion cérébrale, elle est un peu plus complexe, à la fois dans son temps de récupération, à la fois dans le nombre de symptômes qu'on peut avoir, et que ça, c'est chez certaines personnes qui ont des facteurs de risque supplémentaires. Alors la femme, on ne peut pas vous dire pourquoi, elle met plus de temps en moyenne à récupérer de la commotion cérébrale. C'est quand même un point important à connaître, possiblement parce que les taux d'oméga 3 ne sont pas les mêmes et que c'est un élément protecteur pour le cerveau. En tout cas, il faut savoir qu'elles sont plus exposées ou plus sensibles à la commotion cérébrale. Les sujets caucasiens, c'est aussi le cas. Les sujets jeunes, et vous verrez qu'on différencie dans nos protocoles les sujets de moins de 21 ans des sujets de plus de 21 ans, parce que les sujets jeunes ont encore des cerveaux immatures jusqu'à cet âge-là, et que leur cerveau est donc plus sensible à la commotion cérébrale. Bien sûr, si on a déjà fait des commotions cérébrales, eh ben on est plus sensible aux impacts. C'est vraiment ce qu'on constate au quotidien. Ce que je constate au quotidien, quelqu'un qui a déjà eu une commotion, déjà il en fait plus vite sur des impacts de moindre vélocité, mais aussi il a des symptômes de manière plus prolongée. Et ça, c'est une problématique. On n'a pas une réponse toute faite du nombre de commotions, par exemple, qu'on peut faire ou atteindre dans une carrière ou sur un temps restreint. Mais en tout cas, on sait que c'est une problématique réelle, l'accumulation de commotions cérébrales. Les gens qui ont des troubles déficitaires de l'attention, les TDAH, ou des troubles de l'apprentissage, c'est des pathologies qui sont de plus en plus diagnostiquées. Vous savez, par exemple, je reviens aux États-Unis, que ça, c'est des pathologies qui sont très diagnostiquées, les enfants sont beaucoup traités pour ces problématiques-là. On n'a quand même vraiment pas le même point de vue en Europe, j'ai envie de dire heureusement. Pour autant, on sait que les gens qui ont des troubles de l'attention ont ensuite beaucoup plus de mal à se remettre des commotions. Et puis les gens qui ont des problématiques psychiatriques, alors psychiatriques, c'est simplement parfois la dépression et les syndromes dépressifs familiaux, ont plus de difficultés avec la commotion cérébrale. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau? Donc le cerveau, comme vous le savez, il est dans une poche fermée, la boîte crânienne solide, entourée d'un liquide, ce liquide céphalorachidien, et il baigne dans ce liquide. Mais lors d'un choc important, il y a une mobilisation du cerveau. Le cerveau, il est contraint, il y a des forces de cisaillement au sein des cellules cérébrales, parce que le cerveau il est projeté contre la boîte crânienne et les cellules sont déchirées. Il y a des micro-déchirures des cellules, à la fois des contraintes linéaires dans l'axe, mais aussi parce qu'il y a des rotations associées. D'ailleurs, il faut le savoir, en fait, il y a vraiment cette composante double dans la commotion cérébrale. Il y a rarement un impact tout droit. Souvent, il y a une rotation en même temps. Donc, important de savoir cet élément-là. Le cerveau contraint dans la boîte crânienne avec des contraintes mécaniques rotationnelles et linéaires associées. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on fait plusieurs commotions cérébrales dans un temps restreint, on peut avoir un effet cumulatif et multiplicatif. Et c'est vraiment le point sur lequel on veut vous sensibiliser aujourd'hui, parce que vous avez un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer, à dire attention, cette personne-là vient de faire une commotion cérébrale, il va falloir la protéger le temps qu'il récupère, que son cerveau récupère, parce qu'il y a une période de vulnérabilité. Durant toute cette période, chaque impact
peut avoir des conséquences dramatiques beaucoup plus importantes que l'impact primitif. Et donc, c'est là notre rôle de protéger les pratiquants et de dire attention, si tu prends un choc là alors que tu viens d'en prendre un, ça peut être mauvais pour toi et pour ton avenir. Et justement, quels sont ces risques? Je pense que si vous êtes questionné par les sportifs, c'est sûr quand vous allez vouloir préconiser un arrêt, demander à un sportif d'aller consulter, il va vous dire mais non, mais il n'y a pas de problème, les anciens faisaient ça, on a tous pris un choc à la tête. Et ou alors, bah ouais, mais dis-moi, qu'est-ce que je risque? Moi, je risque rien. Je bats tout le monde, je suis en pleine forme, je suis jeune, pas de problème. Et bien si, en fait, on constate que déjà à court terme et à moyen terme, les judokas qui, pour la plupart, nous on vise les 550 000 ou plus, j'espère, de la fédération, ont une activité professionnelle ou scolaire. Et en fait, leurs capacités de concentration sont largement diminuées, parfois de manière prolongée. Et donc, ça interfère sur la vie quotidienne. Si on ne peut plus faire tout ce qu'on veut, si on oublie des choses dans la journée, si on ne peut pas se concentrer parce qu'on a mal à la tête, ben on a une altération du quotidien. Et donc, le sport, on n'y retire plus un très grand bénéfice. Pareil, dans l'activité sportive, ben oui, on a besoin de se concentrer, on ne peut plus pratiquer son activité, on perd le bénéfice de l'activité sportive. On l'a dit, en fait, faire une commotion, c'est un risque supplémentaire en cas de nouvelle commotion, mais ça, c'est un argument que vous pouvez largement utiliser dans vos pôles, dans vos structures, dans vos clubs autour de vous. C'est de dire, attention, mon gars, là, tu risques vraiment de te blesser de manière grave. Peut-être que ça ne t'inquiète pas, la commotion cérébrale. Par contre, on sait que le taux moyen de lésion des ligaments croisés, il est largement majoré chez les gens qui viennent de faire une commotion cérébrale ou qui ont encore des symptômes de commotion cérébrale. Donc, mon petit gars, si tu ne veux pas t'arrêter 9 mois, fais attention à toi et prends le temps qu'il faut. On l'a dit tout à l'heure aussi, le syndrome commotionnel persistant, c'est quand les symptômes durent plus de 14 jours, sont vraiment plus fréquents chez les gens à risque. Et puis, c'est un risque lors des deuxièmes impacts. Chez les adolescents, chez les enfants. Donc le syndrome du second impact, c'est des signes neurologiques vraiment graves qui sont arrêt de carrière, arrêt d'activité professionnelle et qui interviennent justement quand on prend un choc alors que le cerveau est fragilisé par un premier choc. Et puis il y a des gens qui gardent malheureusement plus d'un mois ou à vie des symptômes. Vous avez peut-être vu certains films comme celui de Will Smith qui abordent le cas de la démence et des dépressions et des suicides liés aux problèmes cérébraux et neurologiques. C'est ce qu'on veut éviter au sein de notre fédération. Et donc, on est tous sensibles à ça et on vous le dit là. Les risques à plus long terme, c'est donc ce que je viens de dire, les troubles de l'humeur, les problèmes du comportement, d'aggravation progressive avec les syndromes démentiels et les syndromes dépressifs. C'est aussi ce qu'on appelle l'encéphalopathie post-traumatique. Alors vous connaissez sûrement l'encéphalopathie pugilistique ou la démence pugilistique du boxeur. On sait tous intuitivement que prendre des coups à la tête de manière répétée comme un boxeur, c'est mauvais. On a peut-être tous aussi en tête les images de Mohamed Ali qui amène la flamme olympique et qui allume la flamme olympique aux Jeux à Atlanta. Et donc, en fait, les lésions cérébrales entraînées par les chocs répétés sont des lésions microscopiques qui entraînent, dans le cas de Mohamed Ali, dès l'âge de 42 ans, un début de Parkinson. Et on a maintenant les éléments pour faire le lien entre les chocs répétés à la tête et ce type de pathologie. Alors, je vais maintenant vous présenter les symptômes que vous pouvez rencontrer chez quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale. Ce qu'on a souhaité, c'est vous les décrire de manière simple, avec des mots simples et évidents. Et je crois que vous avez tous déjà vu des judokas qui ont ce type de symptômes après une grosse chute. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement la perte de connaissance. Parfois, vous allez voir un judoka qui n'arrive pas bien à se relever, et parce qu'il retombe, il met beaucoup de temps.
Alors, il ne faut pas le confondre avec la fatigue, et puis on en parlera tout à l'heure. C'est pas toujours facile, peut-être parfois vous ne pourrez pas faire la différence, mais ça doit vous alerter quand même. C'est des gens qui se tiennent la tête, et ça souvent, c'est un signe très évident. À la fin de l'action, ils se tiennent la tête. Alors on a vu que ça avait pu coûter une médaille olympique à une de nos judokates à Tokyo. Mais d'un point de vue médical, il y avait une action de la part des arbitres qui ont mis Hansoku Make parce que en fait, la commission médicale était à côté et a dit ben, attention, elle, on la protège. Et puis on montre un exemple à la planète entière. C'est aussi retourner au point de combat. Et parfois, il y a des judokas qui se trompent de côté, qui ne savent plus où c'est. C'est la confusion, c'est ça. Hein, c'est de plus trop savoir ce qu'ils font, où ils sont, ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui vomissent ou qui ont des fortes envies de vomir. Alors, je sais que c'est en Tsukumake quand on vomit, donc c'est plutôt facile là, dans la décision. Nous, on le voit souvent, des gens qui ne se souviennent pas du combat. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'action? Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne me souviens pas de la chute, de l'impact. J'ai perdu. Ah bon? Je ne savais pas. Voilà. Et puis, c'est des gens simplement qui combattent plus de la même manière. Et ça, les entraîneurs, en fait, sont vraiment capables de le voir. Hein. Et parfois, ils viennent vers nous, ils disent, attends, là, c'était un robot, il n'écoutait pas les consignes, ce qu'il faisait, ça n'avait pas de sens. Et donc, ça, c'est un signe pour les entraîneurs, à mon avis, à retenir. Des comportements anormaux. Nous, on constate vraiment beaucoup sur les troubles de l'humeur, de l'émotivité. Il y a des gens qui, tout d'un coup, arrivent plus à se contrôler, ils pleurent de manière anormale pour une défaite, ou alors ils rigolent de manière incontrôlée. Et ça, c'est un signe d'alerte. C'est pas forcément évident, mais encore une fois, quand on connaît bien les athlètes, on les repère facilement. Les troubles de l'équilibre, comme sur la chute, on peut traumatiser le cerveau, qui a le centre cérébelleux, le centre de l'équilibre, mais aussi l'oreille interne. Parfois, on a des athlètes qui ne retrouvent pas leur équilibre, qui n'arrivent pas à reprendre pied. Sur la droite de la diapo, vous voyez qu'il y a quelques questions faciles en fait, à poser à un judoka. Et ça, c'est des questions sur l'orientation qui permettent vraiment rapidement de savoir où on est le sportif. Quel est ton nom, ton prénom? Donne-moi ton nom, ton prénom. La date d'aujourd'hui, la ville où on est, quelle est la compétition du jour, et puis où est-ce qu'on est dans la compétition, c'est quoi le premier tour, le quart, la finale, ça c'est important. Et puis nous, tous les symptômes dont on se sert à droite, mais qui sont peut-être exprimés de manière un peu plus médicale, qui sont un peu plus médicaux, mais que je vous laisserai lire tranquillement. Maintenant, ce qui nous paraît important, en fait, c'est de vous montrer les choses. Il n'y a pas de meilleure manière que des vidéos. Et vous allez voir ce que c'est l'ataxie. Donc, en fait, c'est ce déséquilibre au niveau cérébral entraîné par le choc. Et vous voyez que donc il y a une judokate qui a pris une grosse boîte et qui déjà se tient la tête, facile, symptôme évident. Et en fait, elle a du mal à tenir debout, notre petite judokate. L'arbitre, il réagit très bien. Il montre même un peu la tête d'ailleurs. Alors, il fait un geste entre j'alerte le médical et je montre la tête. Il a peut-être inventé un geste pour la commotion cérébrale, mais en tout cas, lui, il a compris qu'il y avait un problème. Il allait falloir qu'elle consulte tranquillement, qu'elle s'arrête et qu'on prenne soin d'elle. Je vous le remontre. Voilà, elle se tient la tête, trouble de l'équilibre. Voilà, là, le pas en arrière, il est vraiment symptomatique. La diapositive suivante, c'est la crise tonique posturale. Alors là, on est sur un joueur de hockey qui va se prendre un gros carton. Là, c'est l'un des deux impacts, je ne saurais pas vous dire lequel. Et en fait, c'est cette contraction des deux bras réunis de manière anormale. C'est pas normal de garder le bras comme ça surélevé, qu'on appelle la crise tonique posturale, et en fait, qui correspond vraiment à un signe de souffrance neurologique marqué. Alors, ça, en judo, j'en vois rarement des aussi prolongés, mais en revanche, quand on regarde les vidéos au ralenti, on les voit souvent et elles durent 1 seconde, parfois 2 secondes. Mais en fait, si on y est sensibilisé, et ben, on pense à regarder la vidéo et on voit ça. Et ça, c'est un signe important. Je vous le remontre. Voilà, la contraction. On peut avoir un seul bras parfois. Là, c'est les deux bras qui restent contractés, élevés de manière anormale. Alors, parfois, à contrario,
fait, on a tout le relâchement du corps entier. Là, en fait, c'est un coup de genou que se prend le joueur en noir, on va dire, et il s'affaisse complètement au sol, il perd complètement connaissance. Je vous le remets, regardez bien le genou du joueur bleu, genou droit, qui va impacter la tête du joueur de rugby, et il se relâche complètement, il s'affaisse complètement. Là, c'est ce qu'on appelle une hypotonie, donc il n'y a plus de contraction musculaire. Ça, on le voit, et ce qu'on voit régulièrement, en fait, c'est des judokas qui se laissent étrangler sur une clé de bras ou immobilisés de manière anormale. Et donc, encore une fois, c'est important de réagir et de signaler après la commotion. Parfois, on a eu des grosses lésions sur les coudes, justement sur des pertes de connaissance de ce type-là, des perte de connaissances après sur Shimewaza lié à l'hypotonie. Et donc, vraiment important d'y penser, de les repérer. Et pour les arbitres aussi, d'arrêter directement le combat. Il n'y a pas lieu de continuer. C'est aussi des judokas ou des sportifs, en fait, qui on le regarde dans le vide, comme vous voyez. Donc, il est sonné, il est hébété. Il ne sait plus où il est. C'est là important de poser quelques questions dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Où est-ce que tu es? C'est quoi la compétition? On est quel jour? Tu es à quel stade de la compétition? Mais vous voyez que lui, il est complètement paumé. Et donc, il y a clairement eu un problème au niveau du cerveau. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Girardet, qui connaît maintenant parfaitement le protocole terrain et qui va vous le présenter avec brio. Alors, ce qui nous paraissait important également, c'est de vous montrer des exemples concrets du judo, du jiu-jitsu, parce que en fait, ça va vous sensibiliser. Moi, ce que je constate, c'est que parfois même avec mes pairs, au sein de la commission médicale, et même au sein de la commission médicale sur les commotions cérébrales, je leur montre une vidéo et puis ils me disent « Ah ouais, bon, c'est pas si évident que ça, la commotion ». Et puis en fait, une fois que je leur explique, ils disent « Ah ouais, c'est vrai que la prochaine fois que je verrai tel ou tel traumatisme, je le verrai d'une manière différente ». Et donc, on va balayer comme ça quelques exemples du judo, du jiu-jitsu, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et il y aura des exemples peut-être évidents et des exemples qui le seront moins. Donc, ce premier combat, c'est un championnat d'Europe de jiu-jitsu. Vous allez voir en fait un Mawashi Gari avec, dans les suites du choc direct, une hypotonie cervicale. Alors, regardez bien, à partir. Ça va être là. Voilà, alors, il y a plusieurs choses à relever dans cette vidéo. Hein. Il y a l'hypotonie cervicale, je vais faire pause. Il y a l'hypotonie cervicale, donc il s'est complètement relâché, il est tombé hein, voilà, suite à l'impact. Mais maintenant que vous êtes sensibilisé, vous allez sûrement réussir à voir cette petite clonie, cette tonicoclonie, la contraction des deux bras. Et maintenant que vous savez ça, vous saurez dire bah, attention, il y a eu une commotion cérébrale. Regardez à nouveau ces éléments-là. Voilà, pac, il s'allonge, et hop, la contraction des muscles, des bras de manière anormale. Alors, on ne voit pas trop bien parce qu'il y a un petit bandeau, mais en fait, il a perdu connaissance aussi quelques instants. Et puis, il va essayer de se relever. Donc, en fait, normalement, c'est fin du combat. Hein, et il perd un tout petit peu l'équilibre. Prochain combat, donc championnat de France 2e division. Ça va être un choc à la tête du judoka, choc direct contre le tapis. Et vous allez voir en fait les suites que vont donner ce judoka bleu. Hein. Là, il a du mal à se relever. Alors, je reviens parce que ça va très vite. Voilà, choc direct à la tête. Il a un problème évident pour se relever. Là, il faut alerter l'encadrement médical, les arbitres et agir. Alors,
parfois, on peut avoir des chocs un peu moins frontaux. De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une composante rotationnelle qui associe les chocs à la tête. Vous allez voir ce traumatisme-là. Et vous allez voir en fait que ça rejoindra ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a une hypotonie au sol, parfois il y a des réactions anormales de non-défense au sol. Et on se dit, mais attends, mais lui, à ce niveau-là, comment il peut se faire gauler au sol? C'est quoi ce judoka? Vous avez vu là, il se fait immobiliser sans réaction, quoi. Ça n'a pas de sens. Chez un judoka de ce niveau-là, normalement, il y a une réaction, on se met sur le ventre, on protège les revers et on ne se laisse pas immobiliser. Là, il ne réagit pas, il se laisse immobiliser, donc ça doit alerter aussi. Donc c'est pas toujours que des signes neurologiques. Là, vous qui avez une connaissance acérée du judo, vous avez aussi des éléments, finalement, grâce à votre pratique, pour reconnaître une commotion cérébrale. Oui, bon, il n'a pas envie de se remettre en place tout de suite. On va passer à cette commotion cérébrale qui a été largement médiatisée à Doha en 2021, janvier 2021. Et donc, Axel Clerget, là, qui finalement se fait un peu surprendre parce qu'il tourne le dos à l'adversaire, il pense qu'il y a maté, et son adversaire, en fait, le balaye. Et il y a un choc direct sur la tempe qui entraîne une commotion cérébrale importante. Moi, j'étais là sur le lieu de compétition. Je suis venu rapidement. Alors, il n'y a pas vraiment eu de doute, vous allez voir pourquoi. Pas de doute sur la commotion cérébrale. Peut-être pour revenir de manière intéressante à certains symptômes, pendant près d'une heure, il a répété les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais là? Donc vous voyez des signes d'ataxie, là, il ne peut pas se relever. Ça a été un peu la guerre avec Axel, parce qu'il voulait recombattre. Et il me disait, ah, moi je veux revenir sur le tapis, je veux combattre tout de suite Laurent. Donc j'ai dû lui dire non, ça ne va pas être possible. Et j'ai dû un peu me mettre en opposition à lui et le convaincre de ne pas reprendre le combat parce que justement, parfois, les combattants ont des réactions inappropriées, quoi. Ils ne se rendaient vraiment pas compte qu'il allait mal. Et pendant près d'une heure, ça a été très compliqué. Donc vraiment, pour redire, là, il y a des commotions qui sont évidentes, des commotions qui le sont moins. Il y a des chocs parfois face directe frontale, mais là, elle est temporale. Hein, vraiment, il est temporal cet impact. On va passer à la vidéo suivante. Donc c'est Romaric, Bouddha, que vous connaissez sûrement, au tournoi de Paris cette année. Alors, on parlait tout à l'heure de ces difficultés parfois, ou ces problématiques au sol, de judokas qui sont immobilisés de manière anormale. Et ben, là, c'est pas si évident que ça, mais je peux vous dire qu'après le combat, il allait mal et que justement, on a dû le prendre en charge pour une commotion cérébrale. Et voilà, là, il se tient le visage. En fait, parfois, on peut penser, ah ben oui, mais il est déçu de son combat et c'est pour ça qu'il fait ça. Et non, c'est parce que, en fait, il s'est pris un choc à la tête, mais aussi, je vais vous le remontrer, un choc qui a impacté les cervicales avec des décharges dans le bras droit. Et vous regarderez bien la vidéo, en fait, il a des problèmes pour contracter sa main. Et donc, ça, c'est pareil. Hein. Maintenant, pour nous, ça devrait entraîner un arrêt de la compétition pour ces judokas-là. On pense qu'il faut les protéger. Alors, il s'agit du combat pour la médaille de bronze. Donc, nous, d'un point de vue médical, c'est ce qu'on a fait, on l'a arrêté. Ça nous arrangeait bien et la compétition était de toute façon finie. Mais c'est pour vous dire que votre œil est important dans ces conditions-là. On va passer sur plusieurs vidéos et en fait, c'était un championnat de France par équipe assez prolifique en termes de commotion cérébrale, ce qu'on n'aime pas du tout. Vous connaissez sûrement Benjamin Axus qui attaque là et qui va impacter la tête. Je vous le remets. Il impacte la tête. Alors il a réagi en compétiteur. Hein. Ce qu'il nous a dit après, c'est en fait, je voyais plus rien. Donc, pour gagner du temps, le temps de me remettre, j'ai fait semblant d'avoir mal à la cheville. Vous allez voir qu'il se tient à la cheville et que son idée là, c'était de gagner du temps. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'exige pas de vous de tout voir, de tout savoir et de repérer la moindre des commotions. Si un athlète joue avec les règles
fait des choses de ce type-là, on fera de notre mieux pour nous prendre soin de lui revenir vers lui dire attention, fais attention si tu as des symptômes, est-ce que ça va bien? Mais en tout cas, il ne faut pas stresser face à un combattant qui fait ça. S'il veut jouer avec les règles, c'est comme ça. Nous, on fait de notre mieux. Mais en tout cas, sachez que parfois, ça peut se présenter de cette manière-là et que les athlètes peuvent jouer avec les règles. Maintenant, lui, il a bien compris qu'il fallait qu'on le protège. Et puis, suite à ça, il était venu me voir et on l'a arrêté, quoi. Alors, c'est Julia Tolofua, cette fois-ci, c'est elle qui lance l'action. Vous voyez que sa tête, elle rebondit même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais elle choque tellement fort la tête sur le tapis qu'il y a un petit rebond. Bam, il y a double contact sur le tapis. Elle finit très bien le combat puisqu'elle gagne. Elle immobilise son adversaire, Coralie. Et pour autant, en fait, elle a une commotion cérébrale. Alors là, encore une fois, les symptômes, ni vous ni moi n'êtes capables, ou alors vous êtes vraiment des champions de la commotion déjà, capables de dire qu'elle a fait une commotion cérébrale. Mais tout simplement, vous allez regarder dans les suites du combat, là, elle va se tenir la tête. Et parfois, il suffit de ça. En fait, elle se tient la tête. Et ben, écoute, on va la voir à la fin du combat. Comment ça va, Julia? T'as pris un choc? Il s'est passé quelque chose? Écoute, va voir le médecin, on t'examine. Voilà, là, elle se tient la tête. Alors, ça va très vite, hein. Mais en général, quand ils perdent, quand ils gagnent, pardon, ils se tiennent pas la tête. Combat suivant, donc c'est Ibrahim en bleu là, contre Alpha Diallo qui prend un choc direct à la tête. C'était là, choc tête contre tête, et il s'arrête. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter comme ça pendant un combat? Alors oui, peut-être, mais en tout cas, il y a une réaction anormale, hyper-équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là du protocole commotion, de la connaissance au sein de la fédération et des avancées? La réaction, c'était de dire, vas-y, reprends ton temps pour revenir à ta place et puis on relance le combat. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a une vision différente des choses et c'est celle que vous a partagée Sébastien tout à l'heure. Combat suivant, vous allez voir que notre ami Théo L'Herbier, là, il se fait prendre en étau, en fait, entre Aurélien Dias et le tapis, en sandwich, en étau, comme vous voulez, et que, en fait, sa tête est écrasée, mais qu'il y a un vrai impact. Et dans les suites de cet impact-là, en fait, il n'a plus fait grand-chose, hein. Là, il y a une hypotonie, hein, il est complètement affalé. Alors, l'arbitre dit maté, mais en fait, il l'immobilise facilement. C'est évident de voir qu'il n'aurait pas dû se faire immobiliser. Hypotonie franche. Et puis, vous allez voir qu'après, il y a des troubles de l'équilibre marqués. Et donc, qu'il y a double manière de détecter la commotion cérébrale. Bon, il se cogne la tête, triple manière. Là, il se fait immobiliser, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu ne réagis pas? Et puis, la troisième solution pour détecter la commotion, c'est il y a peut-être quelques difficultés pour un judoka à trouver son équilibre. Il fait des petits pas, c'est pas normal. Bon, là, il ne réagit pas. Il a fini par perdre quelques secondes plus tard, quoi. Donc ça, je pense que c'est des exemples concrets de notre pratique quotidienne et qui sont faciles à interpréter parce que vous avez cette valeur ajoutée justement de la connaissance du judo que n'ont pas tout le monde. Et maintenant, vous avez cette force-là de connaître la commotion cérébrale, ce que c'est, quels sont les symptômes rencontrés dans la commotion cérébrale, également qu'est-ce qu'il faut faire en cas de commotion cérébrale à votre niveau, comme on l'a dit, sans pression, de faire des miracles. On essaie d'améliorer les pratiques. Et puis, quelle est votre vision, vous, de spécialiste de judo, pour nous aider, justement, pour prendre soin des judokas? Je vais donc laisser la parole à Sébastien Girardet pour conclure. Et merci encore pour votre écoute. Merci Laurent. Alors pour cette présentation très claire et compréhensible par des non-médecins, des non-médicaux. Donc voilà, si tu veux bien avancer sur la diapo suivante pour qu'on puisse conclure. Donc en fait, simplement rappeler que bien sûr la détection des commotions cérébrales pour la Fédération française de judo, elle est primordiale, notamment pour assurer une bonne prise en charge des sportifs et puis les protéger. La fédération, elle travaille
maintenant à la formation, bien sûr, des coachs, des arbitres, des conseillers techniques, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, mais également pour les formateurs régionaux, les paramédicaux. Donc, sur ces différents modules, c'est un module-là qu'on vous présente. Il prendra d'autres formats dans les semaines à venir. C'est une première présentation. Donc, à suivre également un tagage informatique qu'on mettra en place lorsqu'il y a une suspicion de commotion cérébrale, tout simplement pour que la personne, comme je vous disais tout à l'heure, la personne qui a eu un traumatisme et pour laquelle on suspecte une commotion cérébrale, l'idée c'est de la protéger en lui évitant de participer dans le temps qui normalement est est nécessaire sur un temps de surveillance à 48 heures ou à 72 heures avant de voir le médecin spécialisé. Il est à tout prix important que cette personne-là ne puisse pas pratiquer à nouveau et dans le cadre d'une compétition encore moins, mais même en club. Bien sûr, le règlement d'arbitrage va devoir s'adapter, comme on le disait tout à l'heure, à cette nouvelle réglementation sur les commotions cérébrales et dans tous les cas, lorsque la commotion cérébrale est avérée, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, il faut vraiment protéger, le sportif, le licencié et surtout, le mettre au repos, que ce soit un repos physique ou un repos intellectuel ou autre et en tout cas le faire évaluer, sous 48 heures par un médecin, spécialisé. Alors, si les symptômes progressent ou évoluent dans le mauvais sens pendant ces 48 heures. Bien sûr, on n'attend pas les 48 heures pour aller voir un médecin spécialisé, mais on va voir les urgences tout simplement hein, pour essayer de gagner du temps justement dans le traitement de cette commotion. Euh, depuis janvier 2024, l'ensemble des enfin depuis à partir de janvier 2024, pardon, nous ferons également des tests de commotion cérébrale pour l'ensemble des sportifs qui sont listés sportifs de haut niveau ou espoirs ou du collectif national, et donc qui rentreront dans le cadre de la surveillance médicale réglementaire et qui seront donc des compléments d'examen demandés par la fédération et qui viennent donc compléter ce SMR. Ce test sera réalisé à 3 reprises dans une carrière sportive, à 15 ans, à 18 ans, à 23 ans. Par contre, si un nouveau traumatisme intervient, on va dire, par exemple, à l'âge de 22 ans ou bien dans une année qui n'est pas 15 ans, 18 ans ou 23 ans, bien entendu, le test n'est pas à reproduire une autre fois à 23 ans. Celui qui a été effectué durant le traumatisme ou à l'issue du traumatisme sera comptabilisé comme l'un des 3 tests à effectuer. Les fiches de protocole de commotion cérébrale sont consultables bien sûr sur le site de la fédération. Quand vous allez dans l'onglet Fédération, Action fédérale, vous trouverez ces différentes fiches du protocole de commotion cérébrale et notamment les fiches terrain. Voilà, et nous mettrons également sur le site fédéral la liste des médecins référents de la commotion cérébrale de la fédération, voilà, qui sera une liste qui sera amenée également à évoluer, qui sera dans un premier temps assez resserré, qui prendra, qui reprendra les médecins d'épaule, les médecins des ligues qui auront accepté justement de devenir des médecins référents commotion cérébrale et qui sera complété ensuite par d'autres médecins qui souhaiteront bien devenir des médecins spécialisés en commotion cérébrale pour la Fédération française de judo. Une nouvelle fois, Laurent, merci pour cette présentation qui était vraiment très claire. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie également l'ensemble des personnes qui ont contribué justement à la constitution de cette présentation. Et puis, voilà, c'est dans le but vraiment de protéger nos sportifs. Merci une nouvelle fois et à bientôt.